J'aime les profs, j'aime les profs, j'aime les profs, 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 je t'aime, prof, je t'aime, prof, je t'aime, t'aime, t'aime. Même si vous formez un clan avec le look genre Philippe Poutou, mais c'est pas grave car heureusement vous ne vous mariez qu'entre vous. Toute une vie passée à l'école, même que tu as réussi un concours, tout ça pour acquérir le monopole du vieux cartable et du fut en velours. J'aime les profs, j'aime les profs, j'aime les profs, 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 je t'aime, profs, je t'aime. Dans une plus en plus utopique société sans école de Ivan Illich, il n'y aurait pas d'enseignants. Ou plutôt, non seulement tout le monde, mais tout serait éducateur. On peut rêver. Mais pour l'instant, on a encore besoin d'adultes autres que les parents pour s'occuper des enfants pendant tous les temps où notre société les condamne à être livrés à eux-mêmes, ainsi que des espaces où les fourrer. Parmi ces espaces, le plus important étant l'école. Il faut donc des professionnels qu'on réunit sous le terme d'éducateurs. Comme tout professionnel, ceux-ci doivent donc être formés par d'autres professionnels, appelés les formateurs. Posons surtout pas la question, mais quels autres professionnels forment les formateurs ? Cela relèverait d'un sketch de comique. D'ailleurs, aujourd'hui, même pour devenir parent, il faut être éduqué ou formé par des spécialistes. Si vous êtes désigné comme mauvais parent, alors la justice elle-même vous condamnera à être rééduqué. Ma chatte et son chaton, mes poules et leurs poussins, les mésanges et leurs oisillons, tout le monde animal serait mort de rire s'il se penchait sur notre espèce comme on se penche sur les leurs. Restons-en à ceux qui sévissent dans l'espace école. Là, on leur attribue une fonction particulière, celle de faire apprendre ce que les enfants doivent apprendre, parce qu'il est supposé qu'en dehors de l'école, ceux-ci n'apprendraient rien. Au moins, les éducateurs ou éducatrices dans une crèche ou dans un centre de loisirs, là, ils seront qualifiés d'animateurs, sont libérés de cette charge. Et quoique... Dans cet espace de l'école, les éducateurs auxquels ont affaire les enfants ne sont plus des adultes comme les autres. Comme l'inspecteur dont j'ai parlé dans le podcast précédent, ils vont naviguer entre se couler dans une fonction et rester une personne, à s'occuper d'élèves qui ne sont pourtant que des enfants. Le plus facile est évidemment n'être qu'une fonction et n'avoir affaire qu'à des élèves. Malheureusement, ces foutus élèves ne peuvent s'empêcher d'être des enfants. Du coup, un enseignant doit aussi devenir un dresseur, que ce soit de fauves ou d'animaux plus dociles, pour exécuter ensuite quotidiennement le numéro prévu par un programme. Le dompteur se demande toujours « Qu'est-ce que j'endosse comme vêtement ? Le sévère ou le sympa ?» Dans les deux cas, il va falloir être crédible. Le vêtement sympa, s'il ne s'accompagne pas d'un certain charisme, est le plus difficile, par crainte du débordement. Le prof du cercle des poètes disparus n'est pas qui veut. Du coup, c'est souvent le vêtement constipé et sévère dont le prof s'affuble. Mon fils me disait lorsqu'il était au collège. Quand il est en cours, ce prof fait peur à tout le monde. Il grimace, a un regard terrible, même s'il punit moins que les autres. Mais l'autre jour, pendant la marche du collège, il riait, il déconnait, il était sympa. On pouvait discuter avec lui. Il était normal. Ce serait plutôt, il était redevenu normal. Mais c'est pas possible! Vous allez comprendre qu'il faut vous comporter en adulte responsable!
Vous avez la tête dure, je vais vous apprendre mon responsabilité, moi. Alors vous allez attendre vos parents ici. Vous êtes punis. Punis. Venez. Bah, venez. À l'école, il faut que l'enfant apprenne d'abord le métier d'élève. Apparemment, c'est plus difficile que le métier de menuisier ou de jardinier. Le sociologue Philippe Pernoud a analysé cette notion incongrue en craignant fort qu'on ne retrouve dans les bulletins scolaires, à côté des « peut mieux faire » ou « ne travaille pas assez », une nouvelle stigmatisation stéréotypée « ne fait pas sérieusement son métier d'élève ». Un autre auteur, Élodie Sigel, a d'ailleurs très sérieusement publié 6 conseils pour accompagner les enfants à apprendre le métier d'élève. Drôle de boulot que celui de fabriquer des élèves comme celui d'être élève. Venons-en à toutes celles et ceux qui justement conçoivent différemment leur rôle dans les pédagogies et écoles alternatives. Pour elles et eux, se pose la question lancinante. Qui suis-je dans l'école ? Autrement dit, quelle posture adopter face aux enfants ? J'ai beaucoup entendu des enseignants, dans le mouvement Freinet et dans des écoles alternatives, revendiquer le fait de n'être qu'une personne comme les enfants. Moi aussi, j'ai des affects, des émotions, des faiblesses. Certes, c'est vrai. Mais j'ai aussi constaté que, très souvent, c'est alors que les ennuis commencent. D'abord, une école, même alternative, c'est un lieu où des enfants sont rassemblés, sont obligés d'aller, même si c'est de bon cœur. Ce ne sont pas eux qui l'ont conçu. Il va falloir qu'ils s'y adaptent, avant peut-être de pouvoir contribuer à son adaptation à leurs besoins, leurs envies. L'école devient leur lieu de vie. Par contre, nous, les enseignants, y sommes parce que nous sommes payés pour y être. Nous n'y sommes donc pas pour les mêmes raisons, même si nous sommes conscients que l'école doit être un lieu où les enfants peuvent vraiment vivre, faire, et pas seulement exécuter et obéir. Nous n'y sommes pas pour y vivre notre vie, mais pour que les enfants y vivent la leur. Carl Rogers disait que l'enseignant doit être authentique, mais il ne précisait pas que c'était lorsque lui, il était avec les étudiants, adultes comme lui, ayant fait le même choix que lui. Dans l'exercice de sa fonction, l'éducateur n'est pas un adulte comme les autres. Bien sûr qu'il reste une personne avec ses émotions, ses sentiments, ses pulsions, ses enthousiasmes, ses faiblesses. Mais s'il peut s'en servir, par exemple l'enthousiasme, il doit par contre les contrôler, ne pas les laisser dépasser l'enveloppe de sa personne. Je dis souvent à mes collègues que si un chirurgien se laissait émouvoir par ses patients lorsqu'il les incise, ceux-ci n'auraient aucune chance. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Le grand Dédé, poil au nez devant toute la classe, monte au tableau, poil au dos pour faire des grimaces. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Quand le Julien, poil aux mains, raconte ses histoires, elles sont si bêtes, poil aux chaussettes, qu'on pleure dans nos mouchoirs. Cette posture n'est pas évidente. Elle fait l'objet de nombreux échanges dans les messageries d'enseignants. Que faire ou comment être ?
quand un enfant n'arrête pas d'ennuyer les autres malgré mes remarques réitérées, quand il ne respecte pas les règles dont il a lui-même participé à l'élaboration, quand il se met en danger ou met les autres en danger, quand on ne peut plus le raisonner, quand il n'est plus possible de travailler dans l'agitation, quand moi-même je ne peux plus supporter le bruit. Dois-je aider ou ne pas aider dans telle ou telle circonstance, etc., etc. On voit que même lorsqu'on privilège le groupe et la vie de ce groupe, tout n'est pas réglé par les éléments de la structure mis en place. Réunion ou conseil coopératif, élaboration de règles ou lois comme dans la pédagogie institutionnelle, pratique de la technique des messages clairs, ni par les sanctions. Si tous s'accordent pour une posture neutre, sans trop d'état d'âme, celle-ci n'est ni uniforme ni froide. Les enfants ont besoin d'avoir affaire à une personne, certes particulière, qui soit le recours qui assure ou rétablit un état sécure. Cette personne doit donc pouvoir manifester une émotion lorsque c'est nécessaire. Par exemple, face à des perturbations quand celles-ci deviennent ingérables ou pour empêcher qu'elles deviennent ingérables, déterminer l'attitude adéquate n'est pas évident, sauf si cette attitude n'est que ponctuelle. L'éducateur ne peut être en permanence celui qui fait peur ou celui qui séduit. Dans les deux cas, il rentre dans un jeu dont les enfants sont aussi les maîtres, surtout dans le cas de la séduction. Et les relations ne sont plus saines. Mais le coup de gueule, l'ordre, qui vont interrompre une situation dangereuse, restabiliser le groupe, seront efficaces et acceptés si immédiatement l'événement passé, la relation redevient normale. Ce qui peut être pris comme la manifestation d'une émotion de l'adulte doit être bref et sans suite. Dans la vie courante, si ces moments se prolongent, ils provoquent ressentiment ou méfiance de part et d'autre, qui peuvent grever un certain temps des relations. Je t'en veux, il ou elle m'en veut, ou ne m'aime plus. Mais dans la vie courante et familiale, la relation est portée par l'affect des protagonistes, et c'est généralement par l'affect, plus que par la raison, qu'elle se renoue. L'éducateur, dans un collectif d'enfants, doit, lui, maîtriser son affect, ce qui veut dire aussi qu'il doit pouvoir maîtriser et jouer de sa voix qui transmet l'émotion. Ce n'est pas facile et demande de la pratique, voire de l'entraînement. La vie est faite de pulsions, de soubresauts, de perturbations qui ne sont pas régentées par des lois ou même par la raison. C'est l'adulte qui doit intervenir pour que la vie ne brime pas la vie, sans état d'âme, c'est-à-dire pas au nom de ses propres sentiments, même s'ils sont réels. Lorsque je dirigeais des colonies de vacances et que je devais recruter des moniteurs, j'évitais d'embaucher ceux qui me disaient que c'était parce qu'ils aimaient les enfants. En fait, c'était le plus souvent parce qu'ils aimaient que les enfants les aiment. Bien sûr que l'on peut préférer un enfant à un autre, une personne à une autre, mais si l'on occupe la place de l'adulte permanent dans une classe ou dans n'importe quel groupe d'enfants, cela ne doit pas paraître. Cet adulte, s'il est bien une personne comme les enfants, la grande différence, c'est qu'il a l'expérience d'un vécu beaucoup plus long. C'est cette expérience, et non pas ses diplômes, si elle est perçue par les enfants, qui fait qu'il peut être une personne recours. Ce terme me semble important. Être celui que l'on peut solliciter, à qui on peut demander de l'aide. Alors, il n'a pas besoin d'être autoritaire. Selon l'expression, il fait autorité. Il est alors accepté comme une personne et non pas pour sa fonction. Vous allez me dire que je ne suis qu'un donneur de leçons. Eh bien, je vais conclure par une anecdote personnelle. Je croyais qu'il n'a pas tout compris. Notre méchant, c'est
un de mes potes, il est pas marrant et fait la gueule. Cette chanson, je la dédicace, faut qu'on lui la chante tout le temps la classe. Le plus chiant, c'est un de mes potes, il est pas marrant et fait la gueule. Cette chanson, je la dédicace, faut qu'on lui la chante tout le temps la classe. Et ça vous fait rire, eh ben voyons. Les amis, c'est juste une chanson, hein. Bien sûr que oui, c'est important l'école. Et puis en plus là-bas, il y a tous nos potes. Allez, salut. Oh, pardon, j'ai bouffé trop de chocolat. C'était à une époque où je pensais que je me conduisais dans ma classe unique comme une personne consciente de respecter chaque enfant dans ce qu'il était. Bref, comme je viens de décrire l'instit comme je pense qu'il devait être. Dans la classe, nous avions un super caméscope dont les enfants pouvaient se servir librement, comme on se sert d'un crayon, suivant ce qu'ils voulaient faire et communiquer. Un matin, j'arrivais en classe d'assez mauvaise humeur. Je ne me souviens plus ce qui avait provoqué cet état à la maison. Bon, mais ça arrive. Ce jour, je ne me souviens plus pourquoi, je m'en pris au malheureux Clément, qui avait bien dû se demander ce qu'il avait bien pu faire. Une fois mon miasme évacué, j'étais redevenu normal, comme aurait dit mon fils. Mais, à la réunion quotidienne qui a suivi, 3 loustiques, Mathieu, Sylvain et Samuel, annoncèrent rigolards qu'ils avaient une vidéo à montrer. Pas de problème. Installation de l'écran. Et j'assistais alors à une séance où un horrible instit s'en prenait à un malheureux môme. Je ne les avais pas vus opérer. Et c'était filmé comme de vrais professionnels, avec commentaires en voix off. Tout le monde se marrait. Mais moi, j'étais littéralement liquéfié. Cela se voyait. Et c'est Clément lui-même qui est venu très gentiment me taper sur l'épaule pour me réconforter. « C'est rien, monsieur, ça arrive à tout le monde, à nous aussi, c'est pas grave, c'est passé, faut pas vous en faire pour ça. » Cela a été la plus belle leçon que m'ont donnée les enfants. Si je n'étais pas fier de moi, paradoxalement, j'étais fier de ce qu'ils avaient pu faire et me le montrer. J'ai conservé longtemps cette vidéo que je me repassais de temps en temps lorsque je sentais qu'il fallait que je me remette d'équerre. Je n'ai jamais osé la montrer dans nos rencontres d'instit. Pourtant, c'était peut-être la plus significative de ce que sont capables de comprendre et de faire des enfants lorsqu'ils peuvent vivre dans la liberté. C'est nous, les adultes, qui nous sentons tout petits. Dédicace à tous les enseignants. Enseignants, éducateurs, instituteurs. Noble est ton métier, digne est ta carrière, délicate est ta mission. Peu est ta récompense. Tu es le forgeron de l'âme, l'artisan de l'esprit, l'architecte de la société. Enseignant, point de départ du savoir. Grâce à toi, l'écrivain écrit. Grâce à toi, le médecin prescrit. Grâce à toi, le président dirige. Tu es la clé de l'évolution. Tu es la solution de demain. Tu es l'espoir de la nation. Tu es l'avenir du monde entier. Ta place est au sommet de l'escalier, afin d'observer, de guider, de corriger, en un mot, d'éduquer les âmes nouvelles.